images. Alors je crois que c'est la région qu'on voit le plus en télévision. L'Office du tourisme de la région doit être ravi de la retransmission de Milan-San Remo, parce que chaque année on voit autant cette côte, qui est fort belle au demeurant, que les coureurs. On retrouve ici les hommes de tête. Capucci le plus actif, ça c'est une évidence. Il est le plus long dans les relais et sans doute le plus rapide. La tête de la course avec Capucci. Maintenant au plan avec la moto. Il est très très puissant, il fait un peu penser, même avec un peu moins de puissance de rein, il fait penser un peu à Charlie Mottet dans son attitude. Oui, en même taille d'ailleurs. Morphologiquement, ce ne sont pas les deux mêmes athlètes, mais ils s'apparentent beaucoup dans leur façon d'exprimer les efforts. Alors quel est le message de Sorensen? Sorensen lui dit, bah, écoute, je veux bien, j'essaye, je prends le relais. Il est habitué à toi. Sorensen, il a fait son palmarès en Italie. Capucci a en Italie un palmarès nettement moins bon que celui de Sorensen. Alors, je ne pense pas que les deux hommes aient le temps d'échanger de longues conversations. Ils ont simplement dû se dire, on roule à tour de rôle. Se trouver comprendre en tout cas. Et là, on a eu l'impression qu'ils étaient passés par le grenier et que c'était plus court. Hein. Ils sont à 27 km de l'arrivée, nos hommes, là, ils vont donc grimper la Cypresse et à 27 km de l'arrivée, au bas de la Cypresse, on va retrouver donc les deux hommes, derrière Naidam à 50 secondes, à 1 minute 05 on retrouve De Lyon, Glace et Mottet, et à 1 minute 15 le peloton, avec cette belle image d'hélicoptère là qui montre l'avance assez considérable finalement, de Capucci et de Sorensen. Il y a du suspense car rien n'est fait véritablement à 27 km de l'arrivée. Non, pour Naidam, c'est un mauvais quart d'heure à passer. S'il l'a récupéré, il peut revenir. Quant à Mottet, il est sous la course d'attente dans le siléage de Lyon et il peut peut-être attendre aussi avec Wells. Alors là, Capucci se trouve face à un dilemme où il donne tout et auquel cas il va se lâcher Sorensen dans la Cypresse, ou alors il se dit il faut qu'on soit deux pour rouler encore, et il donne un peu de sursis à Sorensen, mais ce sont surtout ses jambes qui vont décider. Oui, oui, maintenant la fatigue se fait sentir chez les deux hommes. Ce serait peut-être une erreur de Capucci de tenter de partir seul là, mais il le faudra s'il a moins d'une minute au sommet de la Chypre. Une minute, ça ne suffirait pas pour lui. La Cypresse qui sera, le sommet sera jugé donc à 20 km 600 de l'arrivée, donc ça vous donnera une indication très précise. Les 20 km qui sont toujours courus sur une allure vertigineuse avec le Capo Verde, puis l'ascension du Poggio et cette fameuse descente sur San Remo et sur le Corso Cavalotti. Alors pour les spécialistes, pour les amoureux du vélo qui connaissent mètre par mètre tous ces monts et ces rues de San Remo, eh bien, sachez que l'arrivée a été quelque peu déplacée et que nous sommes 300 mètres plus loin du Poggio. C'est-à-dire que lorsqu'on descend le Poggio, la ligne droite et la dernière ligne droite est allongée de 300 mètres, puisqu'auparavant l'arrivée était jugée 300 mètres plus près du Poggio. Ça peut compter car on a vu souvent des coureurs passer en tête au Poggio et venir vraiment mourir là à quelques dizaines de mètres à l'arrivée. Tandis que Sorensen semble se refaire petit à petit, Capucci lui paraît moins nerveux dans les prises de relais. Et alors que l'écart a grandi, puisque tout à l'heure on se retrouvait avec le peloton à 1,28, et bien là c'est Naidam maintenant qui est à 1,25. Ça veut dire, d'ailleurs ça se voit sur cette image, ça veut dire que ça avance devant, on n'abuse pas de tapis. Il n'aime pas beaucoup les changements d'allure Capucci. Il préfère monter à son train, imposer à Sorensen une allure extrêmement rapide. Sorensen, sur un développement légèrement inférieur à celui de Capucci, ne doit pas tellement s'accommoder de ce genre de méthode, mais Capucci n'en a pas d'autre. Hein. Alors si vous arrivez à faire une photo de Sorensen avec le sourire sur son vélo, c'est un scoop, hein, car il fait toujours une grimace. C'est un garçon charmant dans la vie, souriant, mais là sur le vélo, c'est la soupe à la grimace du premier au dernier kilomètre. C'est une attitude. Belle allure, Sorensen derrière, il ne semble pas en perdition tout de même. C'est dans ces passages, dans les virages ici, que nous avions remarqué cette fameuse poursuite menée par Kenny il y a 2 ans. Et c'est la portion de fin de course qui fait le plus mal. Parce que la hantise d'avoir le Poggio à grimper immédiatement après, et l'arrivée où on n'aura pas le temps de récupérer, impose donc aux hommes sur la Chypresse d'en garder un peu. Mais comment en garder quand c'est une victoire dans Milan-San Remo qui se joue, hein?
C'est vrai que là, il faut doser, mais les coureurs sont renseignés. Vous voyez leurs directeurs sportifs, ceux qui sont derrière eux. Il faut doser, il faut donner beaucoup. Regardez Capucci qui réclame le relais de Sorensen. Et Sorensen, visiblement, n'appuie pas beaucoup. Oui, on parle un tout petit peu. Mais Sorensen, il grimace, de toute façon. Et il a du mal. Alors, est-ce que c'est un petit coup de bluff qui leur ajoute un petit peu? Mais Capucci, maintenant, c'est un vieux briscard. On ne la lui fait pas. Faut quand même pas qu'ils plaisantent trop tous les deux parce que derrière, on ne fera pas de sentiments. Pour Motet, c'est dommage, il lui aura manqué une course par étape de 2-3 jours, par exemple. Et sinon, il était là avec eux jusqu'au bout. Ah oui, il a dû abandonner dans Paris-Nice, donc il manque de kilomètres, il l'a dit, et il s'est entraîné. Et Charlie, confié d'ailleurs, vous savez que c'est un amoureux du rugby, ancien demi d'ouverture, et il a dit pour que je sois allé rouler 8 heures le jour d'Angleterre-France, c'est vraiment que j'avais envie d'être en forme pour Milan-San Remo. Eh bien, on sait que Charlie est professionnel jusqu'au bout des ongles, il a travaillé, et ça payera sans doute. Je vous disais tout à l'heure qu'on lui donnait rendez-vous pour les classiques ardennaises et les autres. Il ne sera pas loin. L'écart est assez considérable. Oui, alors pour Naïdam, la bataille est perdue. On pourrait dire que c'est le chemin des Naïdam. Hein. C'est pas mal, hein, moi j'aime bien. Il a rajouté quelques plumes. Voici les hommes intercalés. Alors derrière, eh bien, il s'agit là de De Lion. Oui, De Lion et Vels. Motet n'est plus là. De Lion et Vels intercalés. Charlie a été décramponné une nouvelle fois dans l'ascension de la Cypresse. Bel effort à accomplir maintenant pour De Lion. Il doit être parfaitement au courant des écarts parce qu'il ne semble pas devoir jouer immédiatement sa carte. Mais je ne doute absolument pas qu'il le fasse dans moins de 2 minutes maintenant. Alors, car un peloton revient dangereusement. Ouais, hein. Moyennement confortable pour De Lion. En tout cas, bravo pour l'instant à nos amis de la RAI, car la réalisation est parfaite. On comprend fort bien le déroulement de la course, même si nous avons beaucoup d'images d'hélicoptères, ce qui est légitime avec tous ces arbres qui empêchent le relais moto d'arriver jusqu'à l'hélicoptère. Alors le peloton lancé donc à la poursuite de cet homme, Capucci, celui qui nous fait la plus grosse impression. Sorensen toujours grimaçant et dans sa roue. Et derrière, vous l'avez vu, il y avait 2 hommes, Gilles De Lion et Vels, alors que Naïdam et Motet ont peut-être été repris. Nous n'en avons pas la certitude, nous ne l'avons pas vu à l'image, mais vu l'allure de De Lion et de Vels derrière, Naïdam n'est peut-être plus intercalé. On le saura très bientôt. Il est bon de rappeler que De Lion s'était déjà trouvé très à son aise l'an passé sur cette fin de course de Milan-San Remo, où il est venu prendre une place sur le podium. Je vous rappelle que vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer avec nous, avec le Minitel, 3615 code Stade 2, et vous désignez le coureur qui, selon vous, anime la course de la plus belle façon. Celui qui anime la course de la plus belle façon, vous le désignez, et puis, eh bien, on aura un panel qui nous désignera ce coureur, et si vous avez désigné ce coureur-là, un tirage au sort, et 5 gagnants qui recevront chacun un vélo Free Bike, offert par notre partenaire, donc Peugeot Cycle, qui va nous accompagner tout au long de cette saison. C'est partie du jeu maintenant d'avoir des partenaires, nous on ne trouve pas ça désagréable, ça vous permet de jouer avec nous, de vous passionner un peu plus encore peut-être pour cette course, et de désigner sur 3615 code Stade 2 le coureur qui, pour vous, anime la course. Capucci, en retirant la main droite du guidon, a fait un petit signe à Sorensen pour l'inviter à prendre le relais. Il commence à sentir la fin, Capucci. Il ne faut pas qu'il ait de gestes d'énervement dans ce genre. Et qu'il soit prudent s'il a envie ou de gagner au sprint ou de se débarrasser de Sorensen avant la fin. Bien, vous voyez, Naïdam et Motet ont bien été rejoints. J'ai la confirmation officielle. Oui. Par un paquet, les 50 hommes que nous avons vus tout à l'heure, qui comptent actuellement 1 minute 52 de retard. Sur ces deux-là, il y a une belle partie à jouer. C'est pas gagné, c'est pas perdu. Oui, à nouveau, à mes yeux, les deux redeviennent favoris quand même. Bonne relance de Capucci. Sur cette côte qui n'en finit pas de monter. On dirait un faux plat d'ici, mais c'est une réelle difficulté. Claudio Capucci, tous les Français le connaissent, puisque vous avez été des millions et des millions à suivre le Tour de France sur Antenne 2, et vous avez vu ce Claudio Capucci avec son maillot jaune dans cette fameuse passe d'armes de l'étape de Luzardiden, où il garda, vous en souvenez, le maillot jaune pour 5 secondes contre Greg LeMond. Et Capucci, avec le dernier contre-la-montre de Vassivière, il a animé merveilleusement le Tour de France 90, et il participera, on l'espère, aussi bien à ce Tour 91 qui s'annonce
véritablement passionnant, avec des Bugno, des Fignon, des Lemon, des Stephen Roche, tous ces coureurs qui reviennent au premier plan, et Bugno qui a fait du Tour son objectif principal cette année. On va se régaler. On va arriver au sommet de la Cypresse à 20 km de l'arrivée. Robert, on ne peut pas encore complètement se mouiller. Hein. 1,50 à 20 km, c'est bien parti, mais c'est pas gagné. Je pense quand même que légèrement moins de 2 minutes, c'est un avantage énorme. À moins que les deux hommes aient en même temps craquent subitement, montent à pied, comme on dit, ou restent plantés sur le Poggio. Je vois mal maintenant comment il pourrait être. On pourrait remettre tout à zéro. Oui, le suspense reste tout de même dans l'entente de ces deux hommes, parce qu'on a vu que Capucci a fait beaucoup de boulot. Si Sorensen commence à, ce qui n'est pas le cas heureusement maintenant, à refuser les relais, peut-être que Capucci aura peur d'être le dindon de la farce, et que si on commence à tergiverser, De Lyon qui revient en boulet de canon derrière, oui, ça peut tout changer. C'est De Lyon qui, à mon avis, représente le point d'interrogation numéro 1. Ça y est, bientôt le plat et la descente. Alors si le réalisateur italien pouvait nous offrir une image des hommes qui sont derrière, avec l'hélicoptère peut-être, ici sont les hommes de tête, Sorensen qui mène, et Capucci à sa hauteur qui passe maintenant, et qui relance d'une manière assez nerveuse. Ah oui, il oblige Sorensen à un effort supplémentaire pour revenir dans le sillage. Mais attention à la descente, elle est déjà dangereuse. Par temps normal, là où la route est légèrement mouillée. Dans moins d'une demi-heure maintenant, ils seront là, sur le Corso Cavalotti à San Remo. On va assister à une arrivée avec, pour l'instant, je le disais, du suspense tout de même, car n'oublions pas une constante de ce Milan-San Remo, c'est que les coureurs ont actuellement 270 km dans les jambes, 275 exactement, 1 minute 28, vous voyez que l'écart descend. On a raison de se méfier, de dire que tout est encore possible, car il y a 270 km. Alors vous, Robert, qui avez couru à maintes reprises ce Milan-San Remo, quand on a 270 km dans les jambes, il n'y a plus aucune vérité. On peut prendre un coup de bambou comme on n'a pas l'habitude d'en prendre. Surtout le jour du printemps, parce que les organismes ne sont pas encore rodés. Mais les coups de barre ne pardonnent pas au début de la saison. Il en faut, et si possible un coup de fringale pour que tout soit pur, tout soit clair à l'intérieur. Et là, la grande forme arrive. Mais Milan-San Remo tient sa réputation d'épreuve très particulière par sa nervosité. Beaucoup trop de partants d'abord, et on a toujours quelqu'un assis en même temps que soi sur son vélo. C'est l'impression que c'est... 215 au départ ce matin. Oui, 215, ça fait beaucoup. Alors c'est la descente de la Cypresse que vous découvrez ici. Oui. Et ben, alors de vérité, c'est au bas de cette descente. On va voir si les deux hommes ont assez... Oh là, ouh là là, en parlant de lucidité. C'est pas un très bon descendeur, l'ami Sorensen. Hein. On l'a vu deux fois en difficulté, oui. Il est fatigué, il s'engage mal dans les virages, ne trouve pas sa trajectoire. Mais Capucci, tout à l'heure, nous a fait peur aussi. C'est une leçon de vélo, ça, Robert. On a vu à quel point un virage mal négocié obligeait Sorensen à un effort pour revenir dans la route. Capucci. Ça fait une dizaine de sprints comme ça qu'il fait, dont il aurait pu se dispenser. Ça compte au bout de 280 km. Il avait mal négocié le point de corde, comme disent les pilotes de Formule 1. Regardez la différence qu'a fait Capucci sans aucun effort, et Sorensen a été obligé de sprinter pour revenir dans sa roue. Voilà qui est fait. Il faut faire le savoir derrière pour prendre les virages à sa propre allure. Ah, il me fait peur, la Sorensen. Il me fait peur. Je crois que c'est le virage qui avait vu la chute de Alain Bondu. J'allais exactement vous faire cette réflexion. Je pense que c'est celui-ci, je ne le jurerai pas, mais c'est vrai qu'il lui ressemble. Bondu Gomez échappé, 2 Français, et la chute de Bondu dans ce virage-là. Alors on va connaître l'écart à la Cypresse, alors que nous sommes là dans la descente avec les deux hommes de tête. Capucci cette fois-ci prend la roue de Sorensen. C'est peut-être pas très prudent quand on a vu les trajectoires qui ont été prises tout à l'heure par Rolf. Bien noté, vous ne feriez pas l'erreur, vous, bravo. En bas, c'est la route de la Riviera, tellement fréquentée, un peu moins aujourd'hui parce que le temps ne s'y prête pas, et que le public s'est massé dans San Remo, aussi nombreux que d'habitude, même encore plus nombreux, j'imagine. Et pourtant, il n'y a pas d'ovation particulière pour Capucci quand son nom est cité par le... Il n'y a pas de passion, hein. Il y a plus de passion pour Saroni qui est assis à nos côtés. Quand il est arrivé s'asseoir pour commenter pour Télé Monte Carlo, eh bien, je peux vous dire qu'il y a eu une ovation. En revanche, notre ami Capucci ne fait pas l'unanimité pour l'instant. Alors, au sommet de la Cypresse,
De Lyon et Vels étaient à 1 minute 20, tandis que le peloton était à 1 minute 40. Ça me rend un peu optimiste tout de même pour ces deux-là. 1 minute 20 au sommet de la Chypraise. Tente quelque chose tout seul. Il le peut, il l'a prouvé déjà. Évidemment, il est l'un des hommes à battre dans le peloton. Alors on ne lui fera pas de cadeau, la poursuite est organisée derrière lui. Mais il ne peut pas se contenter de 20 secondes. Il faut qu'il mette le paquet maintenant. Alors sur le Tour de France, nous bénéficions de 3 motos-images pour l'instant. Eh bien, nous en avons une de temps en temps ici. Visiblement encore des problèmes de liaison. C'est dommage de ne pas voir ce qui se passe du côté de Vels et de Lyon, du côté de la tête du peloton, pour savoir qui compose ce peloton. Oui. On sait simplement qu'il y a l'Air Areta, qu'il y a Bontempi, qu'il y a Van Der Poel, qu'il y a Naidam, Steven Hagen et Marie. C'est ceux qui se sont mis en évidence tout à l'heure, mais ce sont les seuls noms que nous avons pu relever, car les autres, eh bien, nous sommes comme vous, nous ne les voyons pas. Il est costaud, Capucci. Hein. Oui, et un nouveau sprint imposé à Sorensen. De plus en plus raccourci sur sa machine. Il est au bec de sel. Hein. D'où une expression très populaire dans le monde du vélo, que nous vous laisserons deviner. Bientôt le Poggio. On a passé le Capoberta, vous le voyez, on a passé la Cipresa, tous des noms magiques dans le vélo. Et on va arriver maintenant bientôt au Poggio avec le Capoverde également. Alors que Laurent Fignon, ben pour l'instant nous n'avons pas de nouvelles de lui. Les seules nouvelles aujourd'hui, nous les avons prises dans l'équipe magazine avec l'excellent entretien notre ami Philippe Brunel, qui a rencontré Laurent Fignon, et dans un style très direct, aussi bien de la part de Philippe que de Laurent Fignon. On apprend beaucoup de choses sur l'état d'esprit de Laurent Fignon actuellement. Et surtout, ne l'enterrez pas, ne l'oubliez pas. On pourrait bien et on souhaite parler de Laurent Fignon assez souvent cette année. Le Poggio va être monté à une allure par le peloton, un véritable sprint, une course de côte. C'est peut-être une des images les plus impressionnantes lorsqu'on découvre le cyclisme de très haut niveau. C'est de voir, après 290 km, des coureurs en début de saison capables d'attaquer le Poggio sur le grand plateau. Et de... Oh là là, regardez, ça roule plus là. Ça peut être des coureurs qui ont abandonné et qui ont pris le raccourci. Hein. Ça peut être ça. Et pas l'allure de oui, exactement. Coureur, Tout à fait. Bien vu, Robert. C'est la tangente. Ils ont pris la tangente. Alors que pourquoi le peloton... monter la Chypraise quand on ne peut déjà pas monter le petit pont de chemin de fer avant l'Armaditag. Et en tout cas, ça roule, hein. Ça roule fort dans ce peloton. Il ne faut pas qu'il rigole. Un sprint qui va durer 10 km. Voilà. Alors que le temps est très particulier là d'un seul coup sur la ligne d'arrivée, le vent se lève, la pluie semble vouloir faire son apparition. Il y a une atmosphère très orageuse ici avec le froid d'un seul coup. Les changements de température étonnants. Et c'est étonnant, ça sent l'événement. On dirait que le temps se prépare pour l'arrivée, la tension monte. Un groupe là, avec Helvetia. De Lyon était devant, on n'a pas eu de nouvelles de lui. Peut-être a-t-il été rejoint. Alors que là, je peux vous dire qu'il s'agit de Steve Bauer. C'est Steve Bauer qui menait cette contre-attaque. Il finit toujours très bien ses courses, Steve. Mais là, c'est pas tellement le parcours qui lui convient encore que aujourd'hui, je crois que tout effet de surprise ne doit pas être rejeté. Hein. Alors Steve Bauer a été contré puisqu'il a son maillot bleu, lui, de Motorola. Il est un peu enguirlandé, l'un de ses équipiers qui n'a pas pris le relais. Alors qu'il y a un contre qui semble partir maintenant. Avec la Moto 2 que l'on trouve enfin. Et ça nous fait plaisir, comme ça on va voir d'un peu plus près ce qui se passe derrière. Alors celui-là, il a même plus de plaque de cadre. Mais ils n'en ont pas, ni l'un ni l'autre. Ils sont vraiment dans la course quand même. Oui, mais... Alors allez reconnaître les coureurs comme ça. Enfin, on aura des nouvelles de ces deux. Encore deux qui contrent derrière. Alors que devant, même s'il y a des contres derrière, je vous rappelle que c'est toujours Sorensen et Capucci qui sont en tête. Et Jean-Paul Olivier me rappelait tout à l'heure que Sorensen qui avait remporté Tirreno Adriatico, donc c'est toujours un homme de début de saison. Tirreno Adriatico donc en 88, également une étape de la semaine sicilienne en 89, Paris-Tour en 90, ça on s'en souvient, et puis le Trophée Pantalica, le Tour de l'Etna. C'est un garçon qui a toujours beaucoup réussi, qui s'est installé en Italie, on le sait, puisque Sorensen est maintenant considéré comme un local, alors que je crois bien qu'il s'agissait de Stephen Hodge.
Je n'ai pas vu son dossard, mais je crois que c'était Hodge. Hodge qui a relayé Je demande, son équipier Welch. C'est bien Stephen Hodge, oui. Oui, oui. On l'a reconnu à son faciès, on l'avait eu comme invité dans l'émission de Gérard Rolls sur le Tour. Un garçon très très sympa, plein d'humour, Stephen Hodge. Oui, oui, c'est Hodge, Jean-Paul. Jean-Paul me le confirme. Nouveau regroupement en tête du peloton. Ah, en tout cas, le réalisateur nous a entendus, il nous montre ce qui se passe derrière maintenant. Et l'heure de vérité, c'est maintenant. Les équipiers, s'ils entendent bien leur fonction, doivent maintenant se défoncer, alors que Van der Arden se prépare lui aussi à un sprint pour la première place, car il ne renonce jamais. Il n'y a plus une seule plaque de cadre. Tous les coureurs ont changé de vélo. Il y a eu des chutes. Duclos Lassalle est là. Oui. Alors que là, à nouveau, Hans, c'est Villanueva, José Luis Villanueva, semble-t-il. Le coéquipier de Hodge. Alors je vous rappelle que Once, si vous n'êtes pas au fait des choses du vélo, bien sachez que Once, cette équipe espagnole, c'est l'équipe des non-voyants espagnols. C'est une association de non-voyants qui vend des billets de tombola et autres, qui a financé une équipe cycliste. On a déjà vu les Rareta tout à l'heure, puis ouais, ils sont bons. Il y a une belle équipe, hein. Melchior Maori, Johnny Vels, Stephen Hodge, Diaz Zabala. Très belle équipe, cette équipe espagnole Hodge. Alors qu'on va bien vite là, Robert. Oui. Dès qu'un groupe de 4-5 se détache, on y croit, on s'installe bien en tête. Il suffit d'un sprint pour tout changer, empêcher le retour du peloton. Mais c'est les dernières cartes, les dernières possibilités pour le peloton de rejoindre maintenant les hommes de tête. Et avant le Poggio. En tout cas, ils donnent tout ce qu'ils ont, ceux-là. Ça va vite. Mais je pense que ce sera difficile de rentrer tout de même. Regardez, il n'y a pas une entente parfaite dans ces groupes de contre-attaque. On se regarde avec à nouveau un Histoire Sigma là. Mais ce ne sont pas des relais très très francs. Si devant, on ne se regarde pas trop. Regardez ce maillot vert là, qui est le maillot de Marco Giovanetti. Il va falloir vous y habituer également. C'est l'équipe Château d'Axe qui s'appelle Gatorade maintenant et qui a ce maillot vert. Un brillant vainqueur d'un Tour d'Espagne. Ah oui, l'an passé, Giovanetti. Et les Sigma essaient maintenant de compenser l'absence de Capes, qu'on nous a signalé abandonnant tout à l'heure il y a longtemps, mais il reste De Wind encore comme sprinter dans cette formation. Et on n'a pas vu Roche, Stephen Roche, qui vient pourtant de remporter la semaine catalane. 12 km de l'arrivée, Robert, 12 km, et le prochain écart va tout nous dire. Car si les deux hommes de tête engagent le Poggio avec 1 minute d'avance, là cette fois-ci on va leur accorder toute notre confiance. D'autant plus que devant, même si on voit ici Marc Sergent, l'ancien champion de Hollande, on voit également Van der Arden. De Belgique. De Belgique, que dis-je. Bien sûr, de Belgique, Sergent. Et on a vu donc ces coureurs qui préparent le terrain des sprinters, mais ça risque d'être un petit peu juste. Sergent est toujours là depuis des années. C'était l'un des coureurs préférés de Jacques Delors quand il était venu nous voir sur le Tour de France. Et Sergent a été champion de Belgique, mais il est vrai qu'il est passé à côté d'un palmarès. Ah oui. Sans doute plus brillant. Voilà le tunnel d'Armanital. Il en manque toujours un à la sortie. On ne sait pas ce qu'il dit. On retrouve l'année suivante par ça. J'aimerais qu'on retrouve les deux hommes de tête. Le réalisateur a été gentil de nous montrer les contre-attaquants. On aurait bien aimé voir les deux à la fois. C'était fromage ou dessert. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne au dessert avec les deux hommes de tête. Je vous rappelle leur identité si vous prenez ce reportage en cours. Alors qu'il vous reste quelques minutes seulement pour désigner votre lauréat sur 3615 code Stade 2. Deux hommes de tête avec 1 minute 20. J'ai presque envie de dire qu'ils ont gagné. Oui. Oui, maintenant il faudrait que ce soit la grosse défaillance sur le Poggio. De vous à moi, ils ne l'auront pas volé parce que depuis le 90e kilomètre, ils occupent quand même une place en tête. Dans la descente du Turquino. Oui, dans la descente du Turquino. Ils étaient revenus sur nos fameux deux hommes de tête, Dazzani et Zanini. Et c'est vrai, Robert, qu'il y a longtemps qu'ils donnent tout. Il y a 1 minute 15 pour Sorensen et Capucci. Je pense qu'on peut faire nos jeux maintenant entre ces deux hommes. Sauf, bien sûr, s'ils se mettent à se regarder. Mais on a vu là qu'il y a eu des contres en tête du peloton et qu'ils ont résisté à ces contres. C'est dire qu'ils devraient l'emporter. Capucci semble le plus frais, mais
Sait-on jamais. Oui, pour le moment, il serait stupide de leur part de rompre leur entente qui a marché parfaitement bien fonctionné. Il commence à pleuvoir, Robert, sur la ligne d'arrivée. Je dis ça parce qu'on va nous voir à l'écran. Je sais pas si on va nous voir de ce côté, nous, vous croyez? Ben, je préférais voir les coureurs. Pas grave, oui. Moi aussi. Voilà, les voilà. Et Sorensen prend les relais maintenant d'une manière beaucoup plus appuyée. Capucci en dedans, là, facile Capucci. Bientôt le virage à droite. Cette montée, pas vers les serres. Quel palmarès ça va lui faire à ce Capucci qui était un coureur d'aventure. Il parvient à l'emporter aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'on disait que bien placé à la Coupe du Monde. Ah oui, Claudio Capucci, c'est vraiment une très très belle performance. Et là on commence à s'exciter sur la ligne d'arrivée. La pluie commence à tomber, mais le public italien commence à s'exciter. Et Claudio Capucci pourrait trouver enfin la place qu'il mérite dans le cœur des Italiens. Ça va bien maintenant les Italiens depuis un an dans les classiques. Ils ont été les patrons l'an dernier, sauf l'extrême fin de saison. Ils avaient pratiquement tout gagné. Et voilà maintenant qu'ils trouvent Capucci. Il fait un peu rond de gare Capucci en début de saison pourtant. Moins de 10 km me signale Jean-Paul. Donc l'ascension, nous sommes à Bivio Destro Poggio Sanremo. Et il va falloir monter maintenant vers le sanctuaire de la Garde. Et ensuite passer le Poggio. Et nous serons là à 4 km 300 de l'arrivée exactement. A priori, si les temps qui nous sont parvenus sont justes, moins de 10 km, 8 km exactement et 1 minute d'avance. Si ces deux-là ne jouent pas au plus malin, ils devraient se partager la victoire. Sorensen tout à l'heure, ce n'était pas un mouvement de culture physique qu'il essayait de tenter pour se détendre un peu, mais simplement un appel à son directeur sportif. Comme s'il ne savait pas quoi faire, il hésitait un peu sur la tactique à suivre. Sorensen prend beaucoup plus de relais que tout à l'heure. Alors que nous allons 10 km de l'arrivée maintenant. À deux, c'est normal, on se retape comme ça à tour de rôle. Ça, c'est un schéma, mais je puis vous dire que nous sommes à moins de 10 km de l'arrivée. Dans cette ascension du Poggio. C'est véritablement... Nous sommes dans le Capo Verde exactement. Et je peux vous dire que nous sommes là à 8 km 100 de l'arrivée. Plus rien à manger, plus rien à boire, Sorensen. Alors, coup de poker maintenant. Est-ce que Sorensen, à votre avis, va tenter quelque chose? Car tous les deux en bas, on remarque qu'il y a un match. Ils doivent se rappeler, comme ils ont beaucoup couru ensemble en Italie, ils doivent se rappeler les jours où l'un a battu l'autre au sprint ou tout seul. Et chacun évaluant ses chances d'après ce palmarès, d'après ses rapports en quelque sorte. Alors je crois que Capucci est plus rapide. Capucci en tout cas me semble faire preuve d'une grande lucidité, la manière qu'il a eu de regarder là, ce spectateur qui s'était avancé, sa manière de changer de vitesse, de relancer tranquillement. Sorensen, même si c'est son attitude générale, je vous le disais tout à l'heure, il paraît toujours en train de souffrir, comme Charlie Mottet, un peu. Charlie a toujours ce petit faciès de souffrance. Il me semble tout de même que Capucci est plus facile. Méfions-nous des masques, c'est le cas de le dire en ce moment, parce que Capucci ne donne jamais l'impression de se surpasser. Et là, c'était une évidence, il coinçote un peu. Beau suspense en tout cas entre ces deux hommes, Sorensen et Claudio Capucci. Alors que vous le disiez Robert, c'est la véritable renaissance du cyclisme italien. C'est même particulièrement impressionnant ce cyclisme italien avec des garçons comme Ballerini, comme Argentine encore bien sûr. Le prochain écart qu'on va nous donner sera capital. J'entends dire derrière nous, il va attaquer Capucci, mais s'il le faisait de cette façon, il s'y prendrait bien mal, car il a tout intérêt à se laisser décoller et à contrer après un relais assez violent de Sorensen, qui d'ailleurs ne tombe pas dans le panneau. Attention à ces deux-là, Sorensen et Capucci doivent surtout pas se regarder et jouer au plus malin, car vous voyez derrière que ça contre en tête du peloton et que il va falloir être vigilant. Regardez la moto, là, très très mal placée cette moto. Il ne faut pas fausser la course. On verra peut-être. Difficile de reconnaître ces coureurs maintenant. Bon démarrage en tout cas, tout en puissance, avec toujours cette moto mal placée là. Oh là là, que c'est dommage. Regardez ces motos. Oui. Pas bien ça. Vous qui faites du vélo le dimanche, vous très chers téléspectateurs, vous savez que lorsqu'on a une mobilette devant soi, ça va beaucoup mieux. Tout en puissance là. Je
crois en connaître Uwe Raab. Oui, Jean-Paul me dit oui. Il ça devrait être normal. Oui, c'est Uwe Raab en effet. Oui. Et derrière lui, Raab. c'est Inaki Gaston. Alors l'un des plus grands champions chez les amateurs, devenu professionnel maintenant, Raab. Gaston et Raab. Alors là, ça change tout. Si ces deux-là commencent à se regarder devant, quand je dis ces deux-là, je pense à Capucci et Sorensen, Gaston et Raab, Inaki Gaston et Raab pourraient leur poser des problèmes. Mais, nous le répétons, les grands favoris, ce sont les deux. Dernier kilomètre de l'ascension. Ils ne devraient pas être revus. Alors qu'il y a là un démarrage. Claudio Capucci est parti. Les Italiens exultent, vous les entendez sans doute sur la ligne d'arrivée ici à San Remo. Démarrage de Claudio Capucci. A priori, il ne peut pas être battu s'il démarre à cette allure-là. Capucci tout en puissance, qu'il a bien couru Capucci. C'est vraiment le moment idéal. Il ne faut pas se retourner, il faut tout donner là. Surtout pas, il vient de perdre une demi-seconde à se retourner, le temps de relancer après. Mais il est pas mal du tout pour une fin de course pareille. Ah, Capucci qui prend bien l'intérieur. 500 mètres d'ascension encore. Il faut être costaud pour faire ça, pour aller prendre l'intérieur du virage. Il pédale un peu avec les épaules, mais avec 300 km, on ne lui en veut pas. Et bientôt la grande descente, où il lui faut garder quelques petites réserves maintenant, afin de bien négocier ses virages, car derrière, Raab et les autres vont rappliquer une allure. Sur la ligne, ils ne seront pas loin. On va arriver tout à l'heure vers le sanctuaire de la Guardia. Très très bien. Capucci fait un grand numéro. Oui. Alors on retient encore un peu notre souffle, comme les supporters italiens sur la ligne d'arrivée. Et quelle force pour employer des développements aussi importants que ceux qu'il utilise là, avec un vent légèrement défavorable et un terrain qui n'est pas encore en pente descendante très nette. Il a donc un développement au-dessus de ses moyens. Tout à fait. Mais ça fait rien, il vit avec. Et derrière, des contres commencent à partir, mais c'est trop tard, messieurs. Il fallait vous réveiller plus tôt, monsieur Franco Ballerini, dont je parlais il y a quelques secondes. Le voici, Franco Ballerini de l'équipe d'El Congo. Un autre grand espoir. Il part un peu tard derrière son compatriote Capucci. Il en met grand, hein. Ouh là 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 là. Regardez ce développement qu'il a. Tout en puissance, Capucci, il a dû préparer. Il a dû en faire du dernier, de la mobilette derrière, pour emmener ça après 300 km en début de saison. Oui, mais il est obligé de se surpasser là maintenant. Qu'est-ce qu'il Il se rend bien compte qu'il ne va plus très très vite. Hein. Oh, ce développement. Tout en puissance, Capucci doit se faire mal là. Oh, qu'il doit souffrir. Regardez. Quel développement. Oh. Avec les oreilles. Il est quand même beau sur son vélo après 300 km. Oui. Impeccable. Quelle Il a souffrance. fait très gros progrès de style et a complété 5 km. son bagage. Nous Parfait. sommes à 700 mètres du sommet du Poggio. Il prend bien l'intérieur, toujours ce signe de lucidité, car c'est lorsqu'on est vraiment cuit, comme on dit, qu'on va chercher l'extérieur du virage pour souffrir un peu moins. En fait, là, le Poggio est terminé, le Poggio en tant que cause. Tout à fait. Petit à petit, la descente qui s'amorce, qui nous donne l'impression que Capucci va plus vite, mais il attaque la descente avant le peloton, comme dirait l'autre. Ça n'est pas une vérité de la palisse, mais c'est un avantage. Donc là, ça monte encore un peu, hein. On n'a pas passé ce qu'on appelle le Poggio di San Remo. C'est le fameux. Le voici. Voilà. On va y arriver. Et là, après, sauf incident, et on croise les doigts pour Capucci, sauf incident, ce sera gagné. Quel boum ça va faire dans la presse italienne. Attention, ses premiers virages. Oh là 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 là. Non, Pris, on aurait été bien dressé. Il a pratiqué un peu le cyclocross aussi ces derniers temps. Ça, il fait tout, de toute façon, Capucci. On le voit dans toutes les courses, il est partout. Oui. On dit qu'il monnaie sa saison passée, il a bien raison, car Capucci n'a pas gagné beaucoup d'argent. Ouh là là. Au début de sa saison, au début de sa carrière, et ce maillot jaune porté très longtemps dans le Tour de France lui a permis de passer au standing supérieur. On ne saurait lui en vouloir. On l'a vu beaucoup en France d'ailleurs cet hiver. Tous les critériums, il était là. Il est très très aimé par le public français. Il a été tellement sympathique, c'est vrai, pendant le Tour de France, que le public français... Oh là là, Furlan, le champion d'Italie. Oh, c'est trop tard. Hein. Je pense que c'est trop tard pour ce messieurs. Ou alors ce serait une drôle de sensation. Oui, 27 secondes entre Sorensen et Capucci. Alors là, on a eu un coup de caméra étonnant. Oui. Et on a cru qu'il allait tomber, cela.
Ça pourrait être, ça devrait être, ça devra être la 43e victoire italienne dans Milan-San Remo. S'il parvient à négocier ses derniers virages, regardez, il prend bien l'intérieur, il sort pas trop près du muret, intérieur à nouveau, et relance. Il est visiblement assez lucide. Ah, c'est un beau vainqueur en tout cas, Robert. Ah, parfait. Parfait, gagner Milan-San Remo de cette manière. En costaud, comme on dit. Il doit rester 4 km, 3 km. Oh oui, moins de 3 km. Puisque le Poggio était à 4 km 300 et qu'il descend maintenant depuis un bon kilomètre, oui. Il va arriver devant nous dans 2 minutes environ. Et vous allez entendre le public, ça ne fait aucun doute. Vous allez entendre l'ovation. Pourvu qu'il n'ait pas regretté qu'on ait ajouté 300 mètres à la course par rapport je pense pas. au parcours de l'an dernier. Il a une marge là quand même assez tranquille. Sauf incident. Regardez, l'hélicoptère va nous permettre de juger. Ah, peut-être. Voilà, s'ils étaient là, ce serait inquiétant. Mais... Ah voilà, ah non. Je croyais qu'on allait avoir un plan plus large. Voilà, toujours bien pris ses virages, grande lucidité. Très très beau numéro réalisé par Claudio Cappucci. Oui, il a perdu le Tour de France, il a gagné quand même une belle deuxième place, mais il a gagné une place dans le cœur des Italiens. Alors ils étaient un peu circonspects, ces Italiens, avec cette abondance de biens qui leur tombait sur la tête, avec Pugno et les autres. Et bien maintenant ils mettront Cappucci au même niveau, car Cappucci va prendre la tête de la Coupe du Monde Perrier. Il va arriver dans quelques centaines de mètres maintenant. Claudio Cappucci. Il est entré dans San Remo. Alors il arrive dans 800 mètres environ. On va le voir arriver au bout de la ligne droite. Le public italien va lui réserver une belle ovation. Et on se fera une petite idée de la forme des sprinteurs et des autres. Oui, 2 km. Ah oui. On va se faire une idée de la forme des sprinteurs et des routiers sprinters. Elle est plus de risque maintenant. Ah non, là c'est gagné. Calme, bien détendu. Ouais, il est bien là. Il relance bien. Claudio Cappucci. On ne sera que sur la ligne s'il a conservé sa deuxième place. Entre nous, nous lui accordons volontiers. Mais ça va être difficile pour lui car moralement, lorsqu'on est lâché comme ça, on a du mal. Ah, il finit en bolide, il finit très très vite. Et je peux vous dire que ça commence à s'exciter sur la ligne d'arrivée, que les Italiens vont lui montrer tout l'attachement qu'ils ont pour lui maintenant. Claudio Cappucci, voilà, qui rentre là dans San Remo. Il va apercevoir la ligne droite. Fini la descente. Il y a 300 mètres de plus que l'année précédente. Le public commence à exulter. Ultimo kilomètre. Vous l'avez compris, dernier kilomètre pour Claudio Cappucci. Voilà un beau vainqueur en tout cas pour cette première épreuve de Coupe du Monde de la saison. Voilà une petite éponge. Déjà les lunettes. Et les lunettes pour le contrat. Voilà. Ne perdons pas le sens des affaires. Des affaires. Allez, voilà un petit peu d'argent dans la tirelire. Cappucci va apparaître ici sur le Corso Cavalotti à San Remo. Claudio Cappucci, premier vainqueur de la Coupe du Monde cette saison. Ce sera l'homme à battre dans les prochaines épreuves. Attention à lui. Nous retrouverons la Coupe du Monde dans Paris-Roubaix, bien sûr, le 13 avril en direct sur Antenne 2. Pour l'instant, place à Claudio Cappucci, premier grand leader du classique international cette saison. Et ça nous fait plaisir, il faut bien le dire, Robert. Ça nous fait plaisir parce qu'il a fait un tel numéro dans le tour. Claudio Cappucci, qui va apparaître au bout de la ligne droite. Le voici dans quelques secondes, les motos maintenant klaxonnent. Le voici, dernier petit courbe à gauche, il se retourne. À mon avis, il va laisser exploser sa joie. Le voici, à 250 mètres. Il aperçoit la ligne au bout. Voilà, il est content, Claudio. La banderole d'arrivée. Oh, qu'il est heureux. Belle image, superbe image. Première, mais pas n'importe quelle grande classique remportée par Cappucci. Le voici sur la ligne d'arrivée. Claudio Cappucci, premier grand vainqueur de la saison pour les classiques. Et on va s'intéresser bien sûr à ce qui se passe derrière. Ils ne doivent pas être très très loin car Claudio a relâché son allure pour éviter tout incident. Je vois bien que ces voitures quittent la ligne d'arrivée car s'il y a un sprint, c'est une erreur de les avoir laissés venir là. On va voir arriver au bout de cette ligne droite. Alors qui Sorensen tout seul? Mais oui, Sorensen. Mais le peloton ne doit pas être bien loin derrière, croyez-moi. Lui, il n'aura pas envie de se relever avant la ligne parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, lui, il aura fait un bon bilan sans Remo également.
Et il est applaudi comme il le mérite par le public italien. Regardez le strict derrière avec Van der Arden. Van der Arden. Oui, facile. Ah, facile. En costaud Van der Arden avec Abdou Japarov. Et Laurent Fignon est là, il était bien placé. Alors Van der Arden et je crois Abdou Japarov, si oui. je n'ai pas confondu. Il semble donc que nous ayons sur le podium Chiappucci, c'est une certitude. Sorensen deuxième, c'en est une autre. Van der Arden troisième, ça l'est aussi. Donc je vous propose le podium suivant. Premier, Chiappucci. Deuxième, Sorensen. Troisième, Eric Van der Arden. Et quatrième, deuxième du sprint du peloton, Abdou Japarov semble-t-il. C'était votre tiercé? Non, pas du tout. Moi j'avais donné Abdou Japarov tout à l'heure avec Jean-Paul, on se disait qu'il pouvait être là. Ouais. Mais on pensait à Van der Arden aussi. Chiappucci, bon, on l'avait mis, mais vous savez, on en a donné au moins une vingtaine, alors on n'a aucun mérite. On va assister à la remise des prix, puisque l'ami Pierre Salviac a encore un petit moment à nous accorder. Il y a des gros bisous. Oh là là, c'est de l'amour ça, Robert. C'est Boïfam, le directeur sportif Non, de la non, CAF. non, il n'est pas en train d'embrasser Boïfam. Ah, d'accord. Non, non, Robert, s'il vous plaît. Ça existe quand même, l'amour. Au combien? Une belle coupe en tout cas pour le vainqueur de cette première épreuve de la Coupe du Monde Perrier cette année. Regardez son vélo devant lui, une petite bouteille qui ne vient pas de la région champenoise, mais c'est marqué en gros sur la bouteille de la région. À la Formule 1 là pour Chiappucci. C'est sympa cette victoire de Chiappucci. Ah, c'est merveilleux. Mais il y a un homme dont il faudra faire cas à partir de la semaine prochaine, c'est Van der Arden. Eh oui, on disait que le sprint de ce peloton pour la troisième place serait révélateur de la forme de chacun. On a vu Eric Van der Arden, très très fort, très puissant. Alors qu'on va revoir au ralenti l'arrivée de Claudio Chiappucci avec le public italien, très nombreux bien sûr, qui exulte. Chiappucci, vainqueur de Milan-San Remo. Chiappucci, non. Ah, il est content, Claudio. L'an passé, il venait chaque jour ou presque nous faire une petite visite d'amitié du côté de Gérard, du côté de l'émission. Alors, est-ce qu'on a le nom des vainqueurs, Régie Pinal? Est-ce qu'on peut donner le... Vous avez les noms à nous donner? Non, le nom... Ah, alors, voilà, Robert, notre jeu, donc, c'est Claudio Chiappucci qui a été désigné, et c'est pas une surprise, par nos téléspectateurs. Claudio Chiappucci a été désigné par les téléspectateurs comme le coureur qui a attaqué le plus, qui a pédalé de la plus belle façon. Donc, si vous avez voté sur le 36-15 Code Stop 2, Claudio Chiappucci, que vous voyez là en gros plan, eh bien, vous serez peut-être tiré au sort et vous allez peut-être gagner un VTT. On suivra ça dans quelques secondes avec Pierre Salviac. Voilà, on tire les leçons pendant une minute encore de cette première course. Attention à Van der Arden et bravo Chiappucci. Oui, et un Milan-San Remo qui prouve que maintenant, ça n'est plus la course de début de saison. Il y a eu pas mal de manifestations un peu partout et les coureurs sont tous très près. La preuve, cette cassure dans le peloton, ces regroupements et tout le monde animant, parce que je suis persuadé que tout le monde a pris des relais en tête aujourd'hui. Il faudrait s'intéresser à une conversation avec Fignon ou Bugno qui passe devant nous déçu. Il a donc dû faire le maximum, Bugno, et ça n'a pas payé. Alors bravo à tous qui nous promettent une grande saison. Merci et bravo en effet à ces coureurs, avec un rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, nous sommes en direct samedi après-midi pour le Critérium International, ça se passe du côté d'Avignon. Alors en direct sur Antenne 2, samedi après-midi. Pour l'instant, on vous laisse avec Pierre Salviac et on vous retrouve demain dans Stade 2. Merci de suivre le monde. Le français